Bonjour, bienvenue dans les ailes du Maroc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme qui ne parle pas de jeunesse, mais comme d'un slogan, mais comme d'un levier stratégique pour le pays. Oumaima Mhijar dirige la Jadara Foundation. Elle a été nommée lauréate dans ce qu'on appelle la promotion Morocco's 40 Under 40. À travers son parcours, elle incarne cette nouvelle génération de femmes engagées dans la cité, ancrées dans le réel et qui sont déterminées à transformer les défis sociaux en levier de progrès collectif. Comme vous le voyez, son combat n'est pas caritatif, il est structurel, elle ne distribue pas des opportunités, elle construit des trajectoires. Et avec elle, nous allons poser une question simple. Et si la jeunesse n'était pas un problème social, mais plutôt une politique économique du Maroc? Oumaima Mhijar, marhaba bik dans les ailes du Maroc. Zakaria, merci infiniment de m'accueillir. Je suis très ravie d'être ton invité aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté. Ma première question, et je pense que très souvent quand on reçoit des personnes engagées très tôt, c'est le mot jeune. Est-ce que le mot jeunesse n'est pas devenu un mot vide aujourd'hui où on met tout et rien? Et pourquoi on parle plus de les accompagner, d'accompagner les jeunesses et si peu de leur pouvoir? Je comprends. Ça peut sembler être un mot bateau qui englobe tout et n'importe quoi, un cadre qui peut englober des programmes, vendre ou faire vendre des choses. Je peux comprendre. Non, la jeunesse, c'est bien plus que ça, c'est un pilier. Aujourd'hui, la jeunesse, elle représente à peu près grossièrement 41% de la population du Maroc aujourd'hui. Petite moitié. Une petite moitié. Il se trouve qu'un jeune sur 3 est en situation de NEET au Maroc, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, etc. Et la jeunesse africaine représentera dans une petite dizaine d'années à peu près le 1/3 de la jeunesse mondiale. Et donc, non, la jeunesse est un capital humain, un vrai capital qui peut contribuer à la création de richesses et la structuration des chantiers et de l'économie de notre pays, mais également de notre continent. Donc on reste, après on ouvrira un peu les spans. Donc j'ai vu les jolies boucles d'oreilles d'Afrique qui sonnent bien pour moi. Donc on verra effectivement tout à l'heure que ton engagement il dépasse le Maroc et s'inscrit bien sûr dans ce que le Maroc veut être, un hub. Tout à fait. Est-ce que notre modèle, tu penses, actuel, produit encore de l'égalité des chances réelles quand on sait que près de 8 à 9 enfants sur 10 sont dans l'école publique, qui est aujourd'hui délaissée par nos élites? On va dire que le sujet de l'égalité des chances au Maroc, de l'ascension sociale et de ce qu'on appelle l'indice de mobilité sociale qui est qualifié, évalué chaque année par le WEF, le World Economic Forum, n'est pas un des indicateurs macroéconomiques les plus, on va dire, sur lesquels le Maroc est le plus performant aujourd'hui. Un Marocain, une Marocaine qui est née dans une classe, on va dire, X, ne se verra pas directement accéder aux opportunités à la hauteur de son potentiel, seulement sur la base du mérite et de l'effort. Effectivement, c'est une problématique structurelle. Le Maroc il fait partie des 10 derniers pays sur l'évaluation du World Economic Forum de l'indice de mobilité sociale. Toutefois, il y a des mécanismes aujourd'hui mis en place par certains programmes étatiques, mais également par des organisations non gouvernementales, comme celle que je dirige aujourd'hui, Jadara, qui est basée sur l'ascension sociale, qui promeut l'ascension sociale et qui construit toute sa logique organisationnelle programmatique sur l'égalité des chances. Et donc, à l'œil nu, je dirais qu'un jeune qui est né à Karien Fabrika ou Douar Jaja aura un peu de mal de faire de l'ascension sociale et de sortir de son environnement dans lequel il a grandi, qu'il n'a connu, l'environnement qu'il a toujours connu. Pour l'instant, l'ascenseur, comme dirait l'autre, est en panne. Pour l'instant, l'ascenseur est en panne. Par contre, il y a des initiatives qui prouvent, qui sont the proof of concept, qui prouvent que il est possible de s'en sortir par l'effort et s'en sortir par le potentiel. Et je suis un exemple aussi. On compte aujourd'hui 300 000 décrocheurs par an,
qui est énorme. Est-ce que le Maroc sous-estime encore le coût économique de ce gâchis et de cette exclusion de talent? Ah là 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 là. Tu me parles, Zakaria, d'un sujet qui fait partie de mon quotidien. Je travaille tous les jours pour favoriser, contribuer, bien évidemment, humblement à travers des mécanismes qui sont tout à fait scalables, attention, qui, luttent contre le décrochage scolaire, et j'en citerai des exemples moment venu, et qui participent à la réintégration dans le système formel de l'éducation formelle, ces jeunes en situation de décrochage. Ces décrocheurs s'ajoutent à un grand bac de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en stage, ni en formation, et donc qui ne sont pas à l'école, qui sont les jeunes en situation de NEET. Aujourd'hui, 1,6 million de NEET âgés de 15 à 24 ans révolus, et presque 4,5 millions de NEET âgés de 15 à 30 ans révolus. C'est énorme et ça a un coût énorme pour notre économie, effectivement. Ça peut être une bombe à retardement qu'il faut aujourd'hui actionner en amont, et on verra toute la logique aujourd'hui de ce que peut apporter aujourd'hui la société civile si elle se met en orbite et qu'elle résonne un peu en orchestre. Maintenant, on va regarder un peu en détail ce que fait la Fondation, et est-ce qu'on peut considérer qu'on dirige une fondation, on va dire, avec ce côté caritatif d'utilité publique, comme on dirige une entreprise performante? Est-ce qu'il y a des KPI qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des éléments pour rappeler qu'il faut être professionnel? Et comment on mesure l'impact autrement que par des rapports? Et pour finir, est-ce que ce secteur social dans lequel tu es aujourd'hui souffre d'un manque d'exigence? Merci de me tendre cette perche. Alors, j'ai, dans mon parcours académique, entre autres, bien sûr, après avoir intégré le marché de l'emploi et le secteur de l'entrepreneuriat social, j'ai passé à peu près une année dans un centre de recherche philanthropique à l'université de Bâle en Suisse, qui permet justement d'étudier les formes de ces structures qui font partie, la société civile fait aujourd'hui au sein de Jadara Foundation, mais également dans des associations consoeurs. Nous pouvons parler de institutional isomorphism, ou bien un isomorphisme institutionnel, c'est-à-dire une association qui est de droit marocain, qui a un but non lucratif. Le cas de Jadara Foundation, elle est reconnue d'utilité publique, donc c'est un niveau supérieur d'exigence, de redevabilité et de transparence et de gestion responsable des fonds, mais également qui ressemble dans sa structure, dans sa morphe, donc isomorphisme, elle ressemble dans sa morphe à une entreprise. Moi, je m'autoproclame entrepreneur social, entrepreneureux social. C'est là, effectivement. Il se trouve que nous avons un vide juridique qui n'encadre pas encore, et fait partie de mon plaidoyer au quotidien, l'entreprise sociale au Maroc et les entrepreneurs sociaux au Maroc. Mais Jadara Foundation ainsi que d'autres structures qui innovent dans la manière avec laquelle elle gère les programmes orientés impact, orientés résultats, avec des indicateurs de calcul, avec un certain professionnalisme, etc. Soit par son modèle business économique qui se repose sur vente de services, produits, etc. Et ça existe. Ce n'est pas le cas de Jadara. Jadara ressemble à une entreprise dans sa manière avec laquelle nous gérons les ressources humaines, nous gérons nos programmes, nous pilotons la levée de fonds, comment nous rendons les comptes, etc. C'est plusieurs systèmes d'information que nous sommes en train de professionnaliser de plus en plus aujourd'hui. Donc on peut confirmer qu'effectivement, quand on est dans l'associatif, de plus en plus pour consolider la confiance, il faut de la redevabilité, donc il faut transmettre de l'information et il faut être le plus professionnel pour effectivement rassurer et établir cette confiance. Maintenant, pour aller un peu toujours dans ce monde que très souvent on entend parler, mais que les gens finalement ne connaissent pas très très bien, est-ce que quand on est dirigeant dans une association, une entreprise sociale qui agit qui veut avoir cet impact, est-ce que c'est un avantage ou encore une pression supplémentaire quand on est dirigeant de ce type d'organisation? Merci pour cette question. En fait, dernièrement, j'ai scrollé dans ma propre page LinkedIn
Et je me suis rendu compte que les 12 dernières années, j'ai été directrice générale de quelque chose, directrice des opérations, CEO de quelque chose, exécutive, etc. Et donc, sans l'avoir réellement ni jamais demandé, je me suis retrouvée toujours à diriger des organisations de la société civile avec différentes morphes, avec différentes formes. Donc, des associations reconnues ou non reconnues d'utilité publique, des fondations d'entreprises, des coopératives ou des entreprises sociales. Et diriger une structure pareille est une double pression, je peux vous l'assurer. Je confirme. C'est un peu compliqué, mais pas impossible. Quand on est une personne engagée et responsable, quand on est une personne qui a une certaine reconnaissance par cette toute petite communauté de gestion de la philanthropie au Maroc, mais également dans d'autres régions. Et quand tu as la confiance, mais attention, la confiance n'exclut pas le contrôle de toutes les parties prenantes, à savoir tes instances de gouvernance, etc., c'est une double pression. Pourquoi? Parce que nous gérons du contribuable. Au sein de Jadara, nous gérons la zakat, l'aumône. Ouais. C'est une triple pression parce que j'ai la pression du fait de devoir diriger une équipe, des moyens avec des outils et rendre compte aux contributeurs et rendre le meilleur service social, prestation sociale, économique à ses bénéficiaires, d'une part, mais également, tu as en fait tqlid d'Allah. C'est une dimension qui devient... C'est une pression morale, physique, mentale, qui n'est pas impossible. Je survis. Et je la survis, je la navigue. Bonne santé, on voit. Donc, c'est plus que survivre. Donc, c'est de la résilience, parce que je pense que ça vous donne de la force. Et on le voit maintenant, toujours dans ce sens. Est-ce que on attend plus d'exemplarité morale des femmes que des hommes, de façon générale, et notamment dans ce type d'entreprise? Quand on est dirigeant d'une organisation de la société civile, ou quand on est entrepreneur social, où nous gérons des responsabilités, nous sommes censés driver de l'impact, amener un résultat avec la meilleure optimisation, parce que nous parlons de... Moi, je suis également évaluée par un indicateur qui s'appelle le coût efficience. C'est-à-dire, il ne faut pas juste gérer les financements, mais les gérer au mieux possible pour impacter le plus grand nombre de personnes. C'est que ce que vous gagnez ou ce que vous récoltez doit aller vers les bénéficiaires, donc la structure doit coûter le moins cher. D'une part, d'autre part, vous avez il faut optimiser les coûts. L'utilisation des ressources. Pour pouvoir faire ça, tu te trouves à ne pas pouvoir recruter toutes les ressources humaines dont tu as besoin, ne pas pouvoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand tu as un board qui te fait confiance et un board qui est lui-même visionnaire et lui-même innovant dans la manière avec laquelle elle gère les projets qui sont de grande envergure. Ils se rendent compte de l'importance de former l'équipe. Ils investissent dans ça, on investit dans les infrastructures technologiques, on investit dans les ressources humaines et il y a cette logique de vision long terme. On ne fait pas du caritatif et donc on peut accepter la médiocrité ou bricoler des solutions. Donc c'est un vrai projet d'entreprise, un vrai projet de société qu'il faut mener et effectivement le faire dans les règles de l'art pour la sustainabilité et pour la durabilité. 100%. Exact. Maintenant, parce que on se relance aussi un peu ce que tu fais, donc tu as dit je ne vais jamais faire de la politique, mais nous on va te demander si tu étais ministre de l'économie demain et des finances, quelle serait la première réforme que tu mènerais pour la jeunesse? Alors aujourd'hui je ne suis pas dans la politique, je n'ai pas de couleur politique, ce qui fait que... Nous, on te donne le droit de partager avec nous. Là, tu as la baguette magique. Il y a des technocrates qui dirigent des chantiers. L'un des meilleurs a été Jeto. Exactement. Donc, moi, je ne vois... Et d'ailleurs, moi, le politique, je le vois comme un confrère. Juste nous appartenons à deux sphères. Exactement. On est dans deux sphères parallèles et il va falloir qu'on se crosse quelque part. Ministre de l'économie. Si j'étais ministre de l'économie, j'aurais évalué, investi dans l'évaluation des programmes et investi dans l'optimisation des mécanismes de coordination entre les programmes. Nous faisons énormément de choses, nous travaillons malheureusement en silo. D'accord. Certes, alors que je ne suis pas dans la politique et que je ne suis pas dans le Parlement aujourd'hui, je vois en observation énormément de gâchis d'efforts infrastructurels, humains et d'investissement dans des dispositifs qui pourraient être maillés et faire un effet exponentiel. Est-ce que tu penses que l'investissement dans le capital humain
est réellement une priorité dans les faits quand avec ton prisme, tu as dirigé plusieurs ONG, tu interviens dans pas mal de colloques. Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de travail ou les choses sont relativement sous contrôle? Et comment on pourrait convaincre, parce que moi je reste convaincu que les entreprises ont un rôle important dans cette inclusion pour faire en sorte qu'on améliore l'employabilité de nos jeunes. Est-ce que sur ces deux sujets, tu penses qu'on a des choses à refaire différemment? Oui, je pense que nous investissons énormément dans nos infrastructures physiques, infrastructures portuaires, routières, minières, ferroviaires, ce que tu veux, au Maroc, mais également en Afrique. Et je pense que l'infrastructure la plus importante dans laquelle il faudrait qu'on investisse, c'est l'infrastructure humaine. L'être humain... Donc mettre la même énergie dans l'humain que dans ce qui est visible. Tout à fait. On peut ne pas faire 100% ici ou 100% là. On pourrait faire les deux et on gagnerait mieux un bon mix. À investir. Peut-être pas autant, mais il faut quand même investir dans l'être humain parce que les infrastructures sont extrêmement importantes aujourd'hui. L'être humain, c'est celui qui va devoir l'utiliser. L'utiliser avec civisme, l'utiliser avec responsabilité, l'utiliser pour consolider l'élan économique, l'élan social qui fait objet de ma mission au jour le jour. En n'investissant que dans la carcasse, dans l'infrastructure et en laissant de côté le capital humain, c'est du gâchis pour toute nation. Hein. Et l'histoire en a déjà fait la preuve. Maintenant, l'implication du secteur privé est extrêmement importante dans plusieurs aspects. Aujourd'hui, il y a un gap. D'une part, nous avons des jeunes qui ne sont pas assez qualifiés, qui ne performent pas forcément à l'école comme ils le devraient, qui n'acquièrent pas forcément les capacités, les compétences à l'école comme ils le devraient, qui sont par la suite récupérés par les systèmes des académies de la deuxième chance ou les écoles de la deuxième chance de l'éducation non formelle, d'une part. Le gap entre ce qu'ils ont eu comme études et les capacités et leur capacité à intégrer le marché de l'emploi reste quand même important. Et d'autre part, vous avez le secteur privé qui souffre, qui n'arrive pas à recruter les futurs employeurs. Donc, la schizophrénie, alors que nous avons des ressources et nous n'avons pas la capacité de les intégrer, c'est un manque. Est-ce que ça veut dire, juste par rapport à ma question, est-ce qu'il faut maintenant impliquer les entreprises le plus en amont, c'est-à-dire ne pas attendre que le jeune sorte de l'école pour se rendre compte qu'il n'a pas la bonne formation, mais créer, je dirais, un aller-retour dès la petite enfance. C'est-à-dire qu'on dit que l'entrepreneur démarre à l'école. Aujourd'hui, un jeune, il est un futur bon, on va dire, salarié employable très tôt. Je plaide toujours je râle toujours en disant que nous travaillons trop en silo, nous ne travaillons pas assez en maillage pour créer des couloirs entre les différents silos. Le silo de l'éducation, de la formation pro, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'État. Malheureusement, on va dire que nous travaillons relativement bien dans chaque ligne verticale, mais pas de manière horizontale. Donc, monter un orchestre qui sait aujourd'hui mettre tout le monde, parce que je pense, est-ce que c'est un peu ça, c'est que tout le monde veut être devant et on a du mal à être tous sur la photo au lieu de dire je vais être devant et les autres derrière. Exactement. Aujourd'hui, l'entreprise a non seulement un rôle très important à jouer, mais dans certains programmes étatiques aujourd'hui mis en place, je vais donner l'exemple de la loi 1200 qui encadre la formation par alternance, l'entreprise ne fait pas assez son rôle, à mon avis. La loi cadre 1200, elle permet à un jeune, par exemple en situation de NEET, dont on vient de parler, ou un jeune décrocheur qui a quitté l'école qu'on pourrait intégrer dans une EDC, d'avoir 20% de sa formation en alternance dans l'atelier de formation, qui serait l'école, et 80% de sa formation dans l'entreprise. Les 80% de la formation, figure-toi, qu'elle fait partie de la formation. Donc, elle a 100% de la formation que je dois administrer à un jeune en situation de NEET pour qu'il puisse compléter son cycle de formation.
هذاك التدرج ديك l'apprentissage. L'entreprise devrait, selon moi, être obligée, mais avoir le choix. J'en parle avec un peu de ferveur parce que j'ai dirigé des organisations et des académies d'élite où un tissu associatif, je fais une gymnastique pour mailler entre un programme étatique encadré dans ce cadre, l'exemple la DFP, la direction de la formation professionnelle, que nous faisons 20% de la formation dans mes ateliers de formation, ou 80% je m'en dis, quand l'entreprise, ça doit être une partie prenante. Mais est-ce que, juste, tu ne penses pas qu'il y a un gap, on va dire, un fossé de communication pour bien montrer moi, j'ai toujours un intérêt égoïste pour que l'école publique fonctionne, puisque aujourd'hui, c'est 9 enfants sur 10. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un pays si 9 enfants sur 10 ne sont pas, quelque part, dans le plaisir, intégrés dans le système. Est-ce que c'est sur ça qu'il va falloir, je pense, mettre je dirais le focus? Parce que quand l'éducation publique reste un sujet du 20h, les gens ont du mal à comprendre. Ils disent, moi, j'ai ma petite performance, j'ai mes KPI. Le reste, c'est pas moi, le politique. Maintenant, quand on arrive à lui dire, demain, tu veux utiliser des ressources, ces ressources ne seront jamais prêtes parce qu'effectivement, toi, tu n'as pas regardé au bon endroit, il y a un enjeu. C'est-à-dire que je pense que le discours qu'on donne aux entreprises, qui est, fait de la RSE, de leur dire, non, tu es en train de préparer les ressources de demain qui vont te coûter moins cher si tu investis dans le temps, parce que donner 1% sur 10-20 ans, ce n'est pas la même chose que quand on vient, on dit il est en train de crever, il faut me donner 50%. Il y a tellement de dégâts, il faut et c'est ça le vrai enjeu. Est-ce que tu me permets de challenger le prisme que tu as exposé, Zakaria? Vas-y, je te challenge parce que 9 enfants sur 10 dans le public n'est pas une fatalité. Il ne devrait pas être une fatalité. Ce qui devrait être une fatalité, mais si il y en a 9 sur 10 qui sont dans l'école publique, où est l'état de l'école publique? Et se poser la question aujourd'hui, l'école publique, elle ne délivre pas une éducation de qualité. Il y a des réformes qu'on a testées à droite, à gauche, mettre le dispositif TARL, mettre les écoles pionnières, pour qu'est-ce qu'on gagnerait à généraliser ce qui est généralisable, etc. J'aurais posé cette question de cette manière, pour dire, اليوم تسعود على 10 تاع الوليدات كاينين في الببليك هذه ماشي شي حاجه خايبه اللي خايب هو انه تسعود على هذوك 9 على 10 اللي كاينين في الببليك اون باسون من الثاني للثالث اون باسون من الثالث للرابع وهما غاديين ils n'acquièrent pas leurs capacités. Mais la question c'est, et moi je voulais, mais tu es parti sur notre prisme, c'est aujourd'hui si tu avais le choix, est-ce que tu mettrais tes enfants dans l'école publique? C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui il y a 9 enfants sur 10 et que l'élite aujourd'hui ne se rend pas compte, que pense que 100% des enfants sont dans l'école publique, c'est ça mon sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est qu'on a oublié qu'il y a 9 enfants sur 10. Tout à fait. Ce n'est pas effectivement que la réalité des 9 enfants. Au contraire, 9 enfants sur 10, théoriquement, c'est dire qu'on a une école qui a priori devrait bien se porter, puisqu'elle porte. Mais si ceux qui font a priori le Maroc de demain lui tournent le dos, là il y a un sujet. C'est plutôt, j'ai des faits, j'ai des chiffres. Comment faire en sorte que ceux qui ont fait l'école publique, l'élite d'aujourd'hui, qui ont des enfants qui font l'école privée, puissent refaire un give back de façon intelligente, parce que c'est tous les programmes aujourd'hui, et donc là, il faut qu'on regarde un petit peu en avançant, devraient effectivement titiller aujourd'hui l'élite pour qu'on puisse refaire de ce 9 sur 10 un chiffre dans lequel on est fier, puisque derrière, il y a de l'humain, il y a de l'employabilité, il y a tout ce qu'on ne voit pas aujourd'hui et qui fait que, on revient, les silos, les enfants de l'élite sont ensemble et le reste du monde sont ensemble. Ils sont hors sol. Moi, j'ai grandi dans une famille où mes 2 frères aînés ont étudié dans une école publique. Mais chez un système marocain privé. Avant, il y avait l'école publique tout court. Et ce sont 2 ingénieurs excellents. Et d'ailleurs, l'école produisait de l'excellence. Exactement. C'est le privé qui posait problème. Qui posait problème, effectivement, contrairement à aujourd'hui. À mon sens, comme moi je vois les choses, la responsabilité d'améliorer, de réformer l'école publique et réformer le couloir entre l'école et l'entreprise est une responsabilité
collective. Ce politique qui dit, tout à l'heure tu as avancé le fait que Khaslatchi communiquer. Comment est-ce qu'il va communiquer? En mettant en place la politique publique qui facilite la communication ما بين الببليك ما بين l'employeur ou l'élève اللي من بعد un étudiant. Donc qu'il y a une espèce de responsabilité collective à laquelle on ne peut plus se permettre de se retourner. Ngolo, c'est pas mon problème, c'est le problème des autres. في العالم il y a ce qu'on appelle le global governance. كيوقع مشكل في لاشين كي واحد كيعيش اون اكسبيريمونطاسيون في ان لابوغاتوار العالم كامل كيتاثر كيولي مسدود عليك وانتيا في بني ملال دوكو une action qui se passe quelque part va forcément avoir une conséquence sur le reste. Et ouais, là, si on diminue le scale et l'échelle d'études, on ne peut pas faire comme si tout allait très bien et comme si la responsabilité de l'intégration sociale éducative des élèves leur permettant d'accéder à une éducation de qualité n'était le problème que de l'État sans, un, le secteur privé, 2, le citoyen, 3, la société civile et 4, le politique. C'est ça la question. C'est un travail collectif et effectivement remettre l'humain au centre avec une répartition qui soit harmonieuse pour que chacun fasse sa part. Maintenant, on va aller du tac au tac sans trop réfléchir. Tu es plutôt inclusion ou performance? Inclusion. Égalité ou mérite? Mérite. Impact local ou vision nationale? Vision nationale. Patience ou rupture? Patience. Consensus ou courage? Courage. On va atterrir avec mes 10 Madeleine de Proust, mes 10 questions sans filet. Et là aussi, on va essayer d'aller un peu vite. Le système qu'il faut oser déranger aujourd'hui au Maroc? L'éducation. Le mot que tu refuses d'utiliser? Ça ne mérite pas l'effort. La plus grande hypocrisie autour de la jeunesse? Qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour et qu'ils ne peuvent pas contribuer mieux que nos seniors. D'accord. Une colère utile? Le rôle de la femme dans tout cet écosystème. Un doute formateur? Donne-moi un moment. Je passe. Est-ce que savoir s'arrêter, savoir dire non, donc ça peut être... mais bon, donc si tu reviens tout à l'heure, tu as encore on peut revenir tout à l'heure. Une décision impopulaire, mais juste. Est-ce que tu as pris parfois des décisions impopulaires, mais... Oui. J'ai choisi de travailler dans l'entrepreneuriat social dans une association en sortant de l'école d'ingénieur. D'accord, donc c'est pas encore très bien perçu. Ce que tu n'acceptes plus aujourd'hui? La médiocrité. Une peur apprivoisée? Le Maroc de 2030. D'accord. Donc je sais que tu as écrit un livre qui s'appelle Le Maroc social 2030, 4 chantiers de dignité pour insuffler un Maroc social en 2030, que j'invite pour ceux et celles qui vont nous suivre, où tu partages un peu tes combats et tes convictions. Quel est le vrai luxe aujourd'hui? Être un Marocain au Maroc. Être un Marocain au Maroc. Et c'est quoi ta définition du pouvoir? La capacité d'influencer sans avoir l'autorité. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une jeune qui nous regarde aujourd'hui, qui pense que c'est pas pour elle? Que le Maroc, c'est pas 2030, c'est peut-être jamais. Essaie de regarder les bons modèles qui ont réussi et non pas les faux modèles que tu vois sur TikTok. Je t'assure que tu peux t'en sortir par l'effort et par le mérite si tu y crois assez. Merci Oumeima Mhijer de ce partage. Tu nous rappelles que l'engagement n'est pas une posture, c'est une stratégie, un état de l'art, et que la jeunesse n'a pas besoin d'être célébrée comme tu dis, elle a besoin d'être équipée. Et comme on dit ici, on ne brise pas le plafond, on redessine le ciel. À bientôt.